Un décret de 12 lignes, libérant 15 600 détenus pour les transformer en soldats, a frappé un Burkina Faso déjà sur le fil du chaos. Cette décision, qui inverse radicalement la logique punitive pour la remplacer par une réhabilitation active, crée un paradoxe saisissant. En vidant les prisons, le pouvoir espère renforcer la sécurité nationale. Mais que signifie réellement ce pari pour tous ceux qui guettent en l'avenir du pays ? Surtout lorsque Ibrahim Traoré place cette transformation au cœur de sa stratégie de souveraineté. Et si ce basculement ouvrait une brèche vers une justice entièrement réinventée ? Le décret qui transforme des détenus en soldats dépasse largement la simple portée spectaculaire d'un geste politique. Il engage tout le Burkina Faso dans une expérience où chaque avancée, comme chaque recul, modifie l'équilibre national. L'enjeu majeur est limpide, restaurer une sécurité durable tout en reconstruisant la dignité sociale, une promesse ambitieuse et fragile à la fois. Le pays joue sur deux tableaux, combler un déficit sécuritaire devenu critique et démontrer qu'un modèle de justice fondé sur la réhabilitation peut produire des résultats mesurables. Pour cela, il faut maintenir la cohésion de milliers d'hommes issus de la marginalisation, désormais intégrés à un effort militaire structuré. Les risques pourtant demeure considérable. Une rupture disciplinaire pourrait suffire à raviver le désordre, tandis qu'une réussite progressive renforcerait à la fois la légitimité interne et l'écho international de cette approche. Et une question reste pendante. Si ce modèle fonctionne, que révèle-t-il vraiment de la capacité d'un État à transformer ses faiblesses en atouts opérationnels ? En moins de 2 ans, un chiffre a bouleversé toutes les analyses. 92% du territoire reconquis, un résultat qu'aucun observateur n'aurait anticipé pour un pays fragmenté par des années d'instabilité. La seconde révélation tient dans l'ampleur du programme, 15 600 détenus réhabilités, transférés des cellules aux casernes en un laps de temps si court qu'il a redéfini les priorités de l'État sous Ibrahim Traoré. Cette dynamique ne surgit pas du néant. Le Burkina Faso était enlisé dans une crise prolongée. Villages désertés, routes contrôlées par des groupes armées épuisées, infrastructures civiles en déliquescence, confiance institutionnelle minée. Les prisons, saturées de détenus souvent condamnés pour des délits mineurs liés à la pauvreté, symbolisaient l'impasse d'un système judiciaire incapable de répondre à l'échelle de la crise. C'est dans ce contexte d'effondrement imminent que le décret prend tout son sens. Substituer la punition par une réhabilitation intensive, discipline, formation militaire, éducation civique, et envoyer ces nouvelles unités dans des zones stratégiques que l'armée conventionnelle ne parvenait plus à tenir. En quelques semaines, des régions considérées comme perdues commencent à retrouver une stabilité que la population n'attendait plus. La justice se déplace alors de la cellule vers l'action. Un modèle où la rédemption devient un outil de reconstruction nationale. Ainsi, une première réponse émerge à la question suspendue dans le hook. La réhabilitation peut-elle inverser une trajectoire d'effondrement sécuritaire ? Les premiers résultats suggèrent une chaîne causale inédite entre reconquête territoriale et transformation sociale. 2 figures permettent d'observer les effets initiaux de la réforme. La première est celle des anciens détenus eux-mêmes. Leur trajectoire incarne la logique de réhabilitation. Propulsés dans des unités structurées, formés à une discipline quotidienne exigeante, ils occupent des positions abandonnées faute d'effectifs. Dans un village du Nord, une unité nouvellement constituée a sécurisé un marché resté fermé des mois durant sous la menace d'embuscade. Quand les commerçants ont repris leurs activités, c'est une forme de normalité qui a recommencé à circuler. La seconde figure concerne les zones agricoles. La présence de ces unités a permis aux cultivateurs de retourner aux champs. La réouverture progressive de marchés locaux et la reprise des flux régionaux ont donné un repère concret pour mesurer l'impact social de la réforme. Ces fragments d'expérience, encore limités mais significatifs, montrent comment une réforme pensée pour répondre à une crise sécuritaire commence à produire des effets civils tangibles. En somme, ces impacts locaux redessinent silencieusement l'équilibre communautaire. Tout commence par une rupture nette. Les prisons se vident. Sous l'impulsion directe d'Ibrahim Traoré, 15 600 hommes sont transférés des cellules au centre d'entraînement, déclenchant une cascade d'événements qui reconfigure toute la dynamique nationale. Le passage suivant
marque le déclenchement de l'action. En quelques jours, les détenus passent des couloirs pénitentiaires au terrain d'instruction. Le geste semble risqué, mais la structure est rigoureuse. Formation militaire intensive, éducation civique, cohésion. Les premières semaines surprennent même certains encadrants. La motivation de seconde chance agit comme un ciment inattendu. À ce moment culminant du récit, l'intensité atteint son sommet. Les nouvelles unités sont déployées dans les zones les plus menacées. Sur l'axe Kayadori, les attaques diminuent, les villages reprennent vie, les marchés rouvrent, les routes, autrefois synonymes de mort possible, deviennent à nouveau praticables. L'armée régulière, enfin délestée, peut se reconfigurer et respirer. Dans la phase qui suit, les répercussions deviennent visibles. Les impacts mesurables résonnent dans tout le pays. Baisse des attaques, hausse agricole de 21%, réouverture d'espaces ruraux, économie budgétaire. Mais une menace demeure. La moindre fracture disciplinaire pourrait faire s'effondrer tout l'édifice. Une question surgit alors, suspendue comme un fil tendu. Cette dynamique tiendra-t-elle quand l'élan initial se heurtera au temps long ? Voici une transition vers la section sécurité. 27 attaques, 17 en un trimestre sur l'axe Kayadori. Une baisse de près de 40% témoignant d'un contrôle territorial retrouvé. Voici une transition vers la section agriculture, plus 21% de production agricole dans les zones pacifiées. Un rebond économique issu de la sécurisation des terres et de la réouverture des marchés. Voici une transition vers la section justice, taux de récidive 0, un indicateur inattendu qui contredit les prédictions pessimistes. Ces trois deltas composent un tableau cohérent, une sécurité en progression, une économie locale ressuscitée et une cohésion interne plus solide que prévu. Ils éclairent la question suspendue en P5. Jusqu'ici, les chiffres suggèrent une tendance robuste, mais encore fragile. Les critiques s'avancent que militariser des détenus est un pari dangereux. Risque de mutinerie, menace d'instabilité, dérive autoritaire, absence de processus judiciaire complet. Les partisans, eux, soutiennent que face à une crise totale, transformer un fardeau en force est une logique de survie. La synthèse s'appuie sur les faits. Baisse des attaques, reprise agricole, récidive nulle. Aucun de ces indicateurs ne confirme les scénarios de rupture avancés par les sceptiques. La critique demeure légitime, mais les données contredisent l'idée d'un danger immédiat. Un basculement silencieux se produit. Au cœur du programme déployé par Ibrahim Traoré, un phénomène moins visible que les reconquêtes territoriales, mais tout aussi structurant, commence à apparaître. Ce n'est pas seulement la sécurité qui se réorganise, c'est la nature même des contraintes qui définissait l'action de l'État. Pendant des années, la stratégie burkinabé était prisonnière d'un paradoxe. Trop peu de force, trop de territoire, et un ennemi mobile profitant de chaque vacance. Les villages, livrés à eux-mêmes, survivaient dans une alternance d'expéditions ponctuelles, d'abandons forcés et de retours précaires. La réforme change cet équilibre parce qu'elle crée, pour la première fois depuis longtemps, une densité humaine capable de tenir les zones stabilisées. Dès lors, la logique bascule. L'armée ne court plus d'un front à l'autre, en colmatant les brèches, elle peut maintenir, prolonger, déployer. Les unités issues des anciens détenus, souvent plus enracinés localement que les soldats réguliers, offrent une présence constante, là où l'État n'était auparavant qu'un visiteur intermittent. Ce changement redistribue la charge opérationnelle de manière décisive. Les villages ne vivent plus dans le rythme étouffant du « tenir aujourd'hui, fuir demain ». La continuité revient, fragile mais réelle. Marchés qui rouvrent, écoles qui accueillent à nouveau des enfants, femmes qui osent traverser des routes autrefois mortelles. Les administrations locales, longtemps paralysées, recommencent à fonctionner parce qu'elles ne craignent plus en permanence l'effondrement du lendemain. Le plus remarquable est que cette transformation n'a pas été annoncée. Elle s'est glissée dans la réalité par petites touches, presque à contre-cœur, comme si le pays entier découvrait progressivement qu'il pouvait respirer à nouveau. C'est ce glissement presque imperceptible qui constitue le véritable midpoint reveal. La crise n'est plus seulement combattue, elle commence doucement à changer de forme, d'où une nouvelle question plus profonde que celle posée jusque-là. Si les contraintes ont changé, que faudra-t-il pour que la prochaine phase du programme repose sur une structure plus solide encore,
une structure capable non seulement de tenir, mais de durer. Les effets du programme initié par Ibrahim Traoré se déploient désormais dans 4 sphères, chacune révélant un aspect distinct de la recomposition du pays. La sécurité n'en est plus le seul indicateur. La société, l'économie, l'État et même le Sahel environnant se trouvent pris dans un mouvement de transformation graduelle. Voici une transition vers la partie population, NN, retour du quotidien, reconstruction des liens. Dans les villages longtemps abandonnés, la première victoire n'est pas militaire, elle est psychologique. La peur omniprésente depuis des années commence à reculer, non pas disparaître car elle reste tapie dans les mémoires, mais se retirer suffisamment pour permettre aux gestes simples de revenir, aller au marché, traverser un chemin, travailler un champ. Les habitants le disent avec des mots modestes, on respire un peu plus, les enfants sortent, on dort mieux. Cette perception est renforcée par la sensation d'avoir repris possession de l'espace. Là où l'on marchait en silence, on parle à nouveau. Là où les maisons étaient fermées, les portes restent entr'ouvertes. Là où les rues étaient désertes, les commerçants reviennent lentement. On ne reconstruit pas encore, mais on recommence à vivre. Nuance fondamentale. Voici une transition vers la partie économie, DN, sursaut agricole et retour des échanges. Le signe le plus tangible de la reprise économique est l'augmentation de 21% de la production agricole dans les zones sécurisées. Ce chiffre n'est pas un simple indicateur technique, il témoigne d'un basculement social. Quand les terres redeviennent cultivables, les familles retrouvent un revenu, les marchés se réactivent, les trajets commerciaux reprennent. Les transporteurs rapportent une baisse du coût logistique liée à la diminution des embuscades. Des filières locales, mil, maïs, bétail, recommencent à exister. Pour certains districts, la réouverture hebdomadaire des marchés marque la fin d'un cycle de survie et le début d'un cycle de circulation économique. Voici une transition vers la partie État et forces armées, ND, rééquilibrage interne. Le programme crée un effet mécanique majeur, la diminution de la pression sur l'armée régulière. En pouvant tenir plus de positions simultanément, l'institution militaire peut enfin souffler, restructurer ses effectifs, ajuster ses rotations. La fermeture de 4 prisons ajoute une dimension financière. Économie réorientée vers l'infrastructure, la santé, les routes rurales. L'État, longtemps absorbé par la gestion de crise, retrouve un minimum de marge administrative. Voici une transition vers la partie région du Sahel, KV, naissance d'un laboratoire régional. Au niveau régional, le Burkina Faso redevient un acteur central. La reprise de 92% du territoire inspire Mali et Niger, qui suivent attentivement les résultats du programme. Certains observateurs commencent à parler d'un modèle Sahel possible, une doctrine basée sur la souveraineté, la réhabilitation active, l'autonomisation sécuritaire. Mais cette visibilité crée aussi une pression. Si le modèle échoue, l'effet domino pourrait être désastreux pour toute la région. Voici une synthèse exprimée de façon plus fluide. Dans ces 4 sphères, le programme d'Ibrahim Traoré agit comme un accélérateur de recomposition. Le quotidien revient, l'économie circule, l'État respire, la région observe. Mais aucun de ces acquis n'est garanti, d'où une nouvelle interrogation essentielle. Cette trajectoire peut-elle tenir lorsque les tensions internes et externes s'intensifieront ? L'avenir du programme repose sur un faisceau d'incertitudes. 3 trajectoires possibles émergent, chacune armée d'opportunités, chacune chargée de risques. Voici une transition vers la partie scénario de base, consolidation lente, stabilité vigilante. Dans la trajectoire la plus plausible, les résultats actuels se maintiennent. Les unités réhabilitées continuent de stabiliser les zones rurales, tandis que l'armée régulière se concentre sur les points les plus sensibles. Les attaques diminuent de manière modérée mais régulière. La production agricole progresse lentement mais sûrement. Les marchés reconnectent progressivement les districts voisins. Ce scénario exige cependant une condition majeure, le maintien strict de la discipline interne. La moindre fissure pourrait fragiliser l'ensemble. La stabilité serait donc réelle, mais constamment sous surveillance. Voici une transition vers la partie scénario optimiste, un modèle régional prend forme. Si les résultats dépassent les attentes, le Burkina Faso pourrait devenir un pôle d'entraînement régional.
Mali et Niger, confrontés aux mêmes défis, pourraient adopter certains aspects du modèle. Formation civico-militaire, intégration des détenus, occupation territoriale élargie. On assisterait alors à l'émergence d'une doctrine Sahel fondée sur la souveraineté et la résilience. Dans ce scénario, les échanges économiques interfrontaliers reprennent plus vite, les routes s'ouvrent, les populations circulent. Le Burkina deviendrait, pour la première fois depuis longtemps, un centre d'impulsion plutôt qu'un point de fragilité. Voici une transition vers la partie scénario pessimiste, fragmentation et retour en arrière. Le risque majeur réside dans la discipline. Si une unité se mutine, si une fracture interne éclate, si un groupe armé parvient à renverser un poste tenu par des ex-détenus, la légitimité du programme pourrait s'effondrer en quelques jours. Les critiques internationalement nourries brandiraient l'argument de la militarisation de la justice. L'économie, encore fragile, se contracterait aussitôt. Marchés fermés, routes désertées, exodes ruraux. Ce scénario replongerait le pays dans sa spirale de vulnérabilité. Insécurité, fuite, paralysie économique, terrain fertile pour les groupes armés. Voici une synthèse exprimée de façon plus fluide. Ces trois trajectoires reposent toutes sur un seul pivot, la gestion du risque autant que la production de résultats. Le programme n'a pas besoin d'aller vite, il doit tenir. Ce qui se déroule au Burkina Faso n'interpelle pas seulement les spécialistes de la sécurité. Cela touche directement trois types de publics, chacun projetant ses propres attentes et ses propres angoisses dans ce modèle inédit. Voici une transition vers la partie « ceux qui vivent dans des zones stables ». Pour ceux qui n'ont jamais connu la menace quotidienne, le cas burkinabé remet en question un confort invisible. La sécurité apparaît souvent comme un acquis naturel. Or, elle est le résultat d'équilibres fragiles, qui peuvent se fissurer soudainement. L'expérience burkinabé rappelle que la stabilité n'est pas la norme, mais l'exception, et qu'un système peut être forcé à se réinventer lorsque toutes les solutions traditionnelles ont échoué. Voici une transition vers la partie « ceux qui vivent dans des environnements précaires ». Pour les populations marginalisées, dans des pays où les prisons débordent et où la jeunesse se sent abandonnée, le modèle burkinabé agit comme un miroir dérangeant, et si les exclus n'étaient pas seulement des citoyens en rupture, mais une ressource non exploitée. La restructuration sociale par la réhabilitation n'est pas un concept abstrait ici. C'est une réalité mesurable, un basculement dans la manière de considérer la valeur humaine. Voici une transition vers la partie « ceux qui observent à travers les médias ». Pour les spectateurs lointains, la tentation est de réduire l'expérience à un cas exotique. Mais dès que l'on regarde de plus près, une autre lecture apparaît. Qu'est-ce que nos propres systèmes refusent de transformer, malgré leur inefficacité manifeste ? Le Burkina Faso bouscule l'idée que l'ordre social est immuable. Voici le fil conducteur exprimé sous forme de phrase. Peu importe le public, une même question traverse ses perceptions. Quelle partie de nos systèmes actuels pourrait être réinventée si nous acceptions de voir au-delà des cadres habituels ? L'expérience menée sous la direction d'Ibrahim Traoré fournit une base pour définir une feuille de route robuste, non pas une utopie théorique, mais un ensemble de mesures ancrées dans ce qui fonctionne déjà. Voici une transition vers la partie « normaliser la formation, double tutelle ». Pour assurer la pérennité du programme, la formation doit rester duale, militaire pour garantir discipline, technique et cohésion, civile pour inculquer valeurs civiques, responsabilité et sens de l'intérêt général. Ce double ancrage répond à un principe simple. Un homme armé sans culture civique est un risque. Un homme formé civiquement mais sans discipline n'est pas opérationnel. Voici une transition vers la partie « stabiliser durablement les zones reconquises ». Les progrès agricoles et sécuritaires reposent sur une présence continue. Postes avancés, unités rurales, équipes de protection des récoltes. Ces outils renforcent l'idée que le territoire reste tenu. La présence humaine permanente réduit le retour des groupes armés et consolide les acquis. Voici une transition vers la partie « structurer une coopération Sahel ». Burkina Faso, Mali, Niger partagent les mêmes menaces. La coordination frontalière, la mutualisation des formations, les patrouilles conjointes pourraient créer un corridor de souveraineté autonome. Si ce couloir existe, les groupes armés,
perdent leur principal avantage, la mobilité transfrontalière. Voici une transition vers la partie mettre en place des indicateurs vérifiables. Pour éviter les dérives ou les aveuglements, le suivi doit être transparent. Évolution des attaques, surfaces agricoles récupérées, mobilité civile, dynamique des marchés, coûts sécuritaires et économies réalisées. Cette transparence renforce la crédibilité du programme et permet des ajustements rapides. Dans les villages où les marchés s'étaient tus, où les étals vides rappelaient chaque jour la fragilité de la vie, la normalité revient par petits fragments. La réouverture d'un marché du Nord, jadis réduit au silence, incarne cette renaissance discrète. C'est dans ces lieux modestes, porteurs de mémoire et d'habitudes anciennes, que se mesure le mieux ce que la réforme initiée par Ibrahim Traoré a déclenché, une transformation profonde, presque organique, qui redonne au quotidien sa force symbolique. Les anciens détenus, autrefois des hommes enfermés dans leurs erreurs ou leurs circonstances, sont devenus les gardiens d'une stabilité nouvelle. Chaque route sécurisée, chaque maison rouverte, chaque étal réinstallé témoigne d'une réalité simple. Même les nations au bord du gouffre peuvent se redresser lorsque les individus qui les composent retrouvent une place et une utilité. Le motif du marché rouvert, apparu dès les premières phases du programme, agit désormais comme un symbole central, modeste mais chargé de sens. Il incarne l'idée que la reconstruction ne commence pas dans les grandes déclarations, mais dans les gestes minuscules qui redonnent de la dignité aux communautés. La ligne essentielle peut être introduite ainsi. L'espoir renaît toujours là où la vie recommence. L'expérience du Burkina Faso n'est pas seulement une innovation sécuritaire, c'est un rappel du pouvoir des sociétés à se réinventer lorsque tout semble perdu. Ce qui s'y joue dépasse la question des détenus ou de la reconquête territoriale. C'est une démonstration que les solutions les plus radicales, lorsqu'elles sont ancrées dans la dignité et le service collectif, peuvent transformer un pays. Mais cette histoire n'appartient pas qu'au Burkina Faso. Elle interroge toutes les communautés qui se pensent trop fragiles ou trop divisées pour se reconstruire. Elle demande à chacun quelles ressources ignorées, quels talents négligés, quelles forces marginalisées pourraient contribuer à changer le cours des choses. L'invitation n'est pas grandiose, elle est simple, presque intime. Partagez cette histoire avec quelqu'un autour de vous. Ouvrez une conversation sur la justice, sur la réinsertion, sur la manière dont des sociétés peuvent transformer leurs failles en atouts. Car souvent, ce ne sont ni les réformes spectaculaires, ni les discours officiels qui initient les véritables changements. Ce sont les dialogues ordinaires, les idées dites à voix basse, les récits qui circulent de personne à personne. La transformation commence rarement par un choc, elle commence par une conversation.